nous sommes encore loin du compte. Vite, participez au financement de TVL, chaque don compte. Financer TVL, c'est essentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Yannick Jaffray. Bonjour monsieur. Bonjour. Yannick Jaffray est professeur agrégé de philosophie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Vladimir Bonaparte, Poutine. Vous étiez venu ici nous présenter Paris-Moscou, aller simple contre le féminisme. Et votre dernier ouvrage, donc le voici, Pour l'honneur des Gilets jaunes, publié en auto-édition et à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, Yannick Jaffray, évidemment, on va parler de ce mouvement historique, inédit, qui n'est peut-être pas complètement mort. On va en parler dans un instant. Donc, c'est la taxe carbone qui avait mis le feu aux poudres, la taxe carbone de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, symptôme de la prédation d'État, dites-vous. La révolte antifiscale des Gilets jaunes est née à cette occasion. Les Gilets jaunes, à cette époque-là, ont directement visé la tête de l'État sans s'occuper des corps intermédiaires, les partis, les syndicats, les élus. C'est révélateur de quoi, ce phénomène ? Bon, d'abord, vous rappelez à juste titre que l'étincelle qui allume la mèche, c'est une taxe confiscatoire, la taxe de trop. Comme le disait Tocqueville, les lois sur les successions sont le moteur de l'histoire. On pourra dire autant de n'importe quelle mesure fiscale. Et si on observe l'histoire des révolutions, on constate qu'elles ont toujours un déclencheur de ce type. Puisque, comme le disait Aristote, c'est pas pour agonir nos auditeurs de citation, mais la justice est une vertu de répartition, rendre à chacun sa part. En matière fiscale, c'est qui paye quoi, au nom de qui et pour faire quoi. Là, en l'occurrence, c'était la taxe de trop, non seulement au plan économique, mais aussi au plan, je crois, du mépris de classe. Et c'est là que le mouvement s'est déclenché et qu'il s'est mis à viser la tête. La tête d'une oligarchie incarnée par Macron, qui exhale le mépris de classe plus que jamais, si j'ose dire. Je pense que les anciennes élites ou même les précédentes présidences avaient un peu plus de pudeur en la matière. Donc, ça déclenche le processus. Pour tout vous dire, je ne l'ai absolument pas vu venir. Je ne vais pas reconstruire ce mois de novembre 2018. Et surtout, je ne pensais pas qu'il prendrait une telle magnitude historique. Parce que très rapidement, parce que c'est un mouvement intensément français, il s'est mis à parler politique. C'est-à-dire que le social se met très rapidement, le social et l'économique se mettent très rapidement à emprunter la syntaxe et la grammaire politique. Donc ça a été le RIC, ça a été la tête de Macron, ça a été la volonté, au fond, de retrouver une élite qui défende le peuple et qui ne le méprise pas. Et justement, par rapport à cette élite méprisante, vous parlez d'élite parasitaire. Est-ce que les syndicats en font partie ? Oui, alors je vous réponds sur les corps intermédiaires. C'est effectivement ce qu'il y a eu d'inouï dans le mouvement des Gilets jaunes. Puisque la plupart des grandes manifestations, y compris celles de 1995, y compris celles qui viennent de s'achever sur la question des retraites, sont quand même largement corsetées par les syndicats, par les élus, par ce qu'on appelle communément les corps intermédiaires. Là, il y a une sorte d'irruption du peuple en acte. Alors, certes, les commentateurs qui oublient leur grande frayeur des mois de novembre et décembre 2018 peuvent dire oui, enfin, c'était 250 000 personnes sur les ronds-points et sur les champs ou dans les divers actes des grandes villes. Oui, sauf qu'ils en ont eu très peur. Pourquoi ? Parce que c'est 250 000 à 400 000, peu importe. On ne va pas se lancer dans une bataille de boutiquiers sur les chiffres. Eh bien, ont incarné plus qu'eux-mêmes. Ils ont été, pendant quelques semaines, la métonymie du peuple français. Et d'ailleurs, ils ont reçu un large écho et une grande popularité dans les premiers temps. Ensuite, bien évidemment, une certaine bourgeoisie, je pense aussi aux boomers, se sont reconstitués dans leur peur du désordre. Mais dans les premières semaines, ils recevaient une adhésion assez inouïe et même un écho international. On voyait des gilets jaunes, ça, en Indonésie, en Amérique latine. Donc, les Gilets jaunes ont connu le bonheur d'être plus qu'eux-mêmes, de devenir le peuple français. Et pour y avoir participé, j'ai retrouvé la fierté d'être français.
Je serais toujours fier d'être français, mais enfin, les occasions concrètes de l'être en acte se font un peu rares ces dernières années. Pas que pendant la Coupe du Monde. Alors, vous qualifiez les représentants authentiques des Gilets jaunes de blancs populaires. Pourquoi cette référence à l'ethnique ? Alors, je voudrais remercier d'abord les indigénistes, les woke, l'extrême gauche, qui me permettent aujourd'hui de prononcer le mot blanc, qui était imprononçable il y a 10 ans. Comme ils ont ethnicisé, pour ne pas dire racialisé, le débat public, eh bien, on ne va pas se gêner. Hein. Et en l'occurrence, la composition ethnique, disons-le, des Gilets jaunes AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est l'expression que j'emploie, était évidemment majoritairement des Français de souche, productifs, paupérisés, mais non assistés. J'ai entendu quasiment personne me dire qu'il était au RSA. Chômage, oui. Petit employé, oui. Petit indépendant également. Et puis des gens un peu atypiques ou peut-être qui se sont simplement sentis en écho, puisque moi, j'étais pas dans le besoin. La taxe carbone ne m'affectait pas directement, mais j'ai embrassé en patriote, et je dirais même en nationaliste français, ce mouvement qui l'était. Et d'ailleurs, qui était nationaliste en ce sens-là qu'il était désigné comme tel par l'ennemi. C'est vraiment la désignation par l'ennemi. Comme disait Freund, Julien de Freund, prolongeant la distinction célèbre de Carl Schmitt, ce n'est pas vous qui désignez l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Il ne vous laisse pas le choix. Pour faire une guerre ou un combat, il n'y a pas besoin d'être deux. Il suffit d'être désigné par l'autre comme son adversaire. Or, cette oligarchie macroniste désigne le français populaire comme son ennemi. C'est évident, depuis 40 ans à peu près, depuis l'esprit canal, peut-être qu'on y reviendra. Alors justement, ce mouvement a été qualifié de nationaliste par les élites politico-médiatiques, mais est-ce que les Gilets jaunes ont eu conscience qu'ils appartenaient à une forme de mouvement nationaliste ? Alors, moi, oui, et ceux des nationalistes, je dirais, estampillés qui ont participé, évidemment. En revanche, on est là face aux conséquences que j'appelle les conséquences politiques de l'antiracisme ou de la bonhomie universaliste française, qui fait qu'on a du mal à se désigner contre l'autre, contre la diversité, comme on dit pieusement aujourd'hui, contre le cosmopolitisme. On a un peu peur d'être taxé précisément d'antisémite, de raciste, etc. Traumatisé par les années 90 des SOS Racisme. C'est ça, 80-90, oui, tout à fait. La culpabilisation du français populaire par l'antiracisme pour l'empêcher de se révolter contre ce qu'on lui faisait. Julien Drey, Attali, à la manœuvre. À partir du moment où le français de souche est assimilé à Dupont-Lajoie et à la France moisie de Solers, il ne faut pas l'oublier celui-là, eh bien, on peut tout lui faire, puisque c'est un salaud de raciste. Bon, il y a eu cette opération au mois de décembre. Les gens l'ont un peu oublié. Parce qu'il y a eu des quenelles, je crois, à Montmartre, parce qu'il y a eu 2-3 échauffourées sur les ronds-points entre des gilets jaunes et des représentants de la diversité. Immédiatement, le système, identifiant bien son ennemi, eh bien, cherche à le disqualifier, comme il le fait depuis 40 ans, en le dénigrant. En le dénigrant, le traitant de raciste, beauf, de xénophobe, populiste, de beauf. ouais. Voilà. Du beauf de Camus dans les années 70, au déchien dans les années 90, et jusqu'à aujourd'hui, Yann Barthès, le quotidien, qui a pour seule cible ce qu'ils appellent le beauf et ce que j'appelle le français populaire. Toute cette gauche d'argent, ça vient d'où ? Vous l'évoquez, les Deschiens, c'était des humoristes qui se moquaient un petit peu de la France d'en bas, Canal+, ce mépris de classe de la Macronie, c'est assez inédit. C'est né dans les années 80, vraiment avec Canal+. Ça naît avec le déplacement opéré par Mitterrand, génial machiavélien, mais qui a fait tant de mal à la France, en 83. À partir du moment où il abandonne la lutte des classes, eh bien, il l'a converti en lutte des races. Avec Fabius, avec la création des SOS Racisme à l'Élysée, avec Jean-Louis Bianco, Jacques Attali, Julien Drey, Bernard-Henri Lévy. Tout ça est connu, documenté, et revendiqué par les intéressés. Harlem Désir, et là, lui, il servait un peu de laquais, mais enfin, bon, pour ne pas dire pire. Mais effectivement, il s'est agi d'instruire le procès des Français populaires qu'on avait renoncé à défendre. Bon, sur le plan économique. Et donc on s'est mis à les criminaliser, Mitterrand ayant un instinct politique très sûr, qui lui a fait sentir que les résultats adreux en 83 du Front National, la lettre qu'il envoie aux médias pour exiger d'eux équité et impartialité dans la représentation des acteurs politiques, bon, c'était clair, il obtient à Jean-Marie Le Pen son heure de vérité. Jean-Marie Le Pen, alors ça c'est une autre question, jouera peut-être trop bien sa partition pour extrême droitiser le nationalisme français, qui était encore fort
fort, hein, que ce soit du côté gaulliste et même du côté d'un certain communisme orthodoxe. Hein, on parle souvent de la campagne de 1980 de Marchais. Donc l'opération a 40 ans et le piège ne s'est toujours pas refermé. Alors, les Gilets jaunes, on s'en souvient, avaient été soutenus par une large majorité de Français. Comment pourrait-on qualifier ceux qui ne se sont pas ralliés à leur mouvement ? Moi, je crois que ce sont tous ceux qui sont solidaires du piège que je viens d'évoquer et je dirais pour le coup du système qui consiste à enfermer toute protestation populaire autochtone. Hein, je veux dire, parce que les révoltes de banlieue, ça les dérange pas en fait. Hein. C'est circonscrit, c'est localisé. D'ailleurs, on les réprime avec beaucoup plus de mansuétude et de douceur, si j'ose dire, que les Gilets jaunes. Parce que je rappelle dans l'ouvrage que les émeutes de 2005, qui ont quand même duré 3 semaines, qui ont fait 3 victimes collatérales, qui n'avaient rien à voir, hein, qui étaient des Français de souche aussi, eh bien, les émeutiers n'ont compté aucun blessé parmi leurs membres. Quand je dis bien aucun, c'est aucun, et c'est vérifiable. C'est même Laurent Mukieli, sociologue politiquement correct, qui a été forcé de le reconnaître dans un article, puisqu'on l'interrogeait là-dessus. Donc les hôpitaux n'ont vu aucun affluent. Ils ont vu quelques membres des forces de l'ordre. Donc effectivement, ceux qui étaient anti-gilets jaunes, et le plus farouchement, le plus vigoureusement, sont partis du système que nous décrivons. C'est-à-dire journalistes, effectivement. Alors, je fais une mention tout à fait particulière aux artistes et aux chanteurs, qui sont d'une servilité, mais à toute épreuve. Ils aiment bien que les Gilets jaunes payent les billets pour leur spectacle, mais ils sont beaucoup moins chauds pour les défendre. Il y a une section du livre qui s'intitule « Commandant Tour, entrée des artistes ». Les artistes sont toujours du côté du plus fort. Là, en l'occurrence, ils ont senti, avec une sorte de gêne, que les Gilets jaunes, c'était à la fois leur public, et en même temps, c'est gênant. Là, c'est un peu trop blanc, un peu trop français, un peu trop merguez, chipot, drapeau français, marseillaise, etc. Bon, et ben donc là, je dirais que le partage des camps était tout à fait clair. Hein. Alors, vous évoquiez à l'instant, Yannick Jaffray, les émeutes de 2005. C'était à l'époque où Jacques Chirac était président de la République, donc une autre vision de la France. Comment vous expliquez ce raidissement du pouvoir dans le traitement de ce genre de manifestation ? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes. Là, c'est ce que je m'efforce d'indiquer. C'est qu'en 2005, c'est une émeute ethno-religieuse, hein, qui rebondit en réalité, c'est pas simplement la mort des 2 jeunes gars là dans le transformateur, c'est que il se passe le mot par téléphone qu'il y a une grenade lacrymogène de CRS qui serait rentrée dans une mosquée. Auparavant, elle est restée sur le parvis, etc. Et ça devait être plus ou moins accidentel. Et à partir de là, le téléphone, que je ne qualifierais pas, se met à fonctionner et les émeutes se généralisent de Lille à Toulouse, de Strasbourg à Brest. Donc c'est pas du tout de même nature, et ça complexe le pouvoir, puisque Chirac, au terme de ces 3 semaines, trouve bon de dire il y a dans ce pays un poison, le poison des discriminations. Sous-entendu, ce sont des pauvres jeunes discriminés qui, pendant 3 semaines, ont simplement exprimé un légitime désir de révolte. En 2018, c'est précisément la France écrasée et par les banlieues et par le système médiatique que les banlieues ont fait fuir vers le périurbain. On peut revenir un petit peu à la sociologie politico-économique des Gilets jaunes, qui remontre sa gueule de Gaulois réfractaire, pour reprendre la formule de Macron, qui, malgré lui, en a trouvé une excellente, parce qu'en fait, je la trouve très belle, moi, cette formule. Il l'a mobilisée avec mépris. Voilà, ils sont pas dans la mondialisation, ils ne sont pas dans le progrès. Moi, j'aime bien cette expression. Et donc, ils ont remontré leur gueule et ils ont dressé leur poing. Et ça, c'était insupportable pour le système. D'où la violence d'une répression inédite depuis Jules Mock en 47-48. Parce que le sang a coulé. Il n'y a pas une mort côté Gilets jaunes, mais il y a eu 25 à 30 éborgnés. Là, il y a des discussions selon les chiffres. Quelques mains perdues, des mutilations, il faut quand même y songer. Est-ce arrivé à un quelconque émeutier de banlieue ? Est-ce que ça arrive aux Antifa qui saccagent Nantes 2 fois en 2015-2016 ou même à Sainte-Soline ? Oui, ils ont leur mort, là. Rémi, je ne sais plus comment. Mais Rémi Fraisse, à part ça, en fait, ça n'arrive jamais, parce que les consignes données aux forces de l'ordre, c'est d'être impitoyable à leurs semblables. C'est pour ça que j'ai une petite dent contre elles quand même, concernant la phase des Gilets jaunes, et d'être, au contraire, plein de prudence et de maîtrise dans le maintien de l'ordre quand il s'agit d'émeutiers de banlieue.
Pourquoi les Gilets jaunes n'ont-ils pas su expliquer ou même pointer du doigt leurs ennemis de classe? Vous les désignez les cosmopolites diversitaires. Oui, c'est ce que je disais. Ce sont les conséquences politiques de l'antiracisme. Chez certains, ça va même plus loin. C'est un antiracisme actif, sachant qu'il ne s'agit pas de valoriser le racisme réel. Je parle bien de l'antiracisme sans racisme, ou comme l'antifascisme sans fascisme, dont parlait Lionel Jospin lui-même en 2005, reconnaissant que dans les années 80, il n'y avait absolument pas de menace fasciste, qu'on avait un peu construit tout ça. Le théâtre de l'antifascisme. Ouais. Bon, il y en a qui ont été plus actifs. Moi, j'ai déploré que Jérôme Rodriguez, qui a quand même perdu un œil dans l'affaire, participe à la manifestation organisée par le gang Traoré à l'automne 2020. Et à celle pour George Floyd, autorisée en pleine sortie de confinement, alors qu'aucune autre manifestation n'est autorisée par le pouvoir, en juin 2020. Il faut quand même s'en souvenir. Donc là, le deux poids, deux mesures, hein, quand ensuite on fait crisser les violons sur ces banlieues et cette diversité qui serait opprimée par le pouvoir d'État, par un racisme systémique, c'est une blague. Rokhaya Diallo est une blague. Bouria Boutelja est une blague. La réalité, c'est que l'État se défend en priorité des blancs populaires, c'est-à-dire des gilets jaunes AOC. De la masse. On s'en souvient, le préfet à l'époque, c'était Didier Lallemand. On l'avait entendu, vu lors d'une manifestation, s'adresser à une femme qui manifestait. « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame », avait-il dit. Qu'est-ce que cela vous évoque, ça ? Ça m'évoque un mépris et une détestation absolue. D'ailleurs, je consacre mon prologue à la comparaison, je dirais presque anthropologique, entre lui et Christophe Détinger, le boxeur du 16 janvier 2019. Non, ce type, que les gens aillent voir, on peut toujours dire qu'il ne faut pas attaquer sur le physique, mais enfin... C'est son expression, c'est comme dit le peintre Edgar Degas, que je cite, à 40 ans, on a la gueule qu'on mérite, celle de l'Allemand est amplement méritée. Il est d'un mépris. Récemment, partant à la retraite, il a fait d'autres déclarations. Il a dit, oui, les gilets jaunes étaient dans leur acrimonie, leur amertume, avec un mépris comme ça, et quelques phrases plus tard, il dit, oui, quand on arrive migrant dans ce pays, je me demande comment on peut ne pas devenir délinquant, tellement c'est dur. Donc on voit vers où va son aménité et sa compassion. Le migrant plutôt que le français populaire. Il est emblématique. Alors, Christophe Détinger, vous l'évoquez, on s'en souvient, c'est ce garçon champion de France de boxe des poids lourds légers. Il avait fait reculer un rang de CRS sur un pont, je crois, parce que ceux-ci avaient commencé à s'en prendre à une femme qui manifestait en lui tapant dessus alors qu'elle était à terre. Qu'est-ce que vous évoque cette figure ? Une sorte de noblesse populaire. Voilà, c'est le plus gaulois des manouches, puisqu'il a des origines yéniches. Il a été emblématique aussi de ce mépris de classe et de ce mépris, je dirais même presque ethnique, dont les Gilets jaunes ont été l'objet, puisqu'il a pris une peine, 7 mois aménagés, mais 7 mois fermes. Aménagé, il dormait en prison. Sa cagnotte Litchi a été supprimée contre les usages. Il a cherché à la récupérer là récemment, il l'a pas obtenu. Il a retrouvé son modeste emploi municipal. C'était vraiment un type du peuple, hein. Mais pour ceux qui apprécient la boxe, un pur physique de boxeur. Et ensuite, en face, les CRS qui ont prétendu avoir été traumatisés. J'ai vu ma mort venir. Faut pas pousser. Ils étaient habillés comme des Robocop. Il y a Benjamin Griveaux qui dit qu'il avait été lâche, mais en fait, ces gens-là ont perdu le contact avec le sens, quoi. Le sens éthique minimal. On voit bien que celui qui est courageux dans l'affaire, c'est Détinger. Et c'était une scène magnifique parce que ce mouvement a eu beaucoup de beauté, de gouaille. Il y a eu vraiment, les Français se sont rencontrés. Voilà. Ils se sont rencontrés comme ils sont, c'est-à-dire gaulois, rigolards, mais aussi un peu complexés par l'universalisme et donc avec des défenses un peu émoussées. Sachant que le pouvoir s'est pas contenté de les mépriser médiatiquement, puisqu'il y a eu les éborgnages, le matraquage, etc. Mais il faut pas oublier le rôle de la justice. Il y a eu, je sais plus quoi, je donne les chiffres, je veux pas faire d'erreur, mais des comparutions immédiates, des mandats de dépôt. Donc on a cassé les reins du mouvement initial. Et puis Macron a cédé aussi, malgré tout, on peut en parler, il a eu vraiment peur, donc il cède quand même entre 10 et 17 milliards selon les calculs, le 10 décembre 2018. Donc il y a un certain nombre de gilets jaunes qui se sont dit, soit on ne peut plus y aller, il y a des amendes qui ont tué des gens socialement, parce que de loin on dit oui, une amende, oui, si vous prenez 7000 balles d'amende alors que vous émargez un salaire autour de 1002, 1003, ça vous tue. Donc à mon avis ça explique la courte durée de vie du mouvement, originel s'entend, Après on pourra parler de la suite.
Face à la violence du pouvoir, on a donc Christophe Détinger. Quelques mois plus tard, on a ce jeune homme qui avait giflé le président en public. On l'avait d'ailleurs reçu à TV Liberté. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux personnes qui affrontent dans la violence le pouvoir? Alors, en termes de capacité martiale, non. Détinger est au-dessus. Mais l'esprit est le même. L'esprit est de ne plus se laisser faire. Et il est trop facile de brandir Max Weber et le monopole de la violence, l'État de la violence. Voilà, ouais. Monopole détenu par l'État de la violence légitime. Évidemment que je ne suis pas... Enfin, la fonction policière est indispensable à tout État, quel qu'il soit. C'est une évidence. Je ne me présente pas comme une espèce d'anarchiste irresponsable. Mais en revanche, ceux qui évoquent cela devraient se souvenir que toutes les institutions auxquelles ils tiennent sont nées dans des contextes de quasi-guerre civile ou de révolution, y compris la Ve République. Enfin, l'année 58, pour ceux qui ont un petit peu de culture historique, c'est chaud. C'est-à-dire qu'on est proche d'une guerre civile importée d'Algérie. Ça se passe pas, ça, une sorte d'échange de vers de Lamartine. Hein. Oui, la peur avait été même jusqu'à l'Élysée. Vous l'écrivez dans votre ouvrage. Il y avait un hélicoptère qui attendait dans une cour adjacente à l'Élysée pour qu'Emmanuel Macron puisse s'évader en cas d'encerclement éventuel. Et là, la source est gouvernementale. Hein. Je tiens à dire quand même que c'est pas une source RG, là, comme on voit parfois sur les commentaires Facebook des gens qui vous disent qu'ils savent des trucs. Non, là, pour le coup, ça a été publié. C'est pas de moi. Ça a été reconnu par le gouvernement lui-même. Il y avait un hélicoptère prêt à décoller. Il faut se souvenir que 2 jours plus tard, Macron suinte la peur. Il a reconstitué son arrogance depuis, alors par quels moyens, ça on pourra en discuter, mais il suinte la peur et il cède, il sursoit la mesure, il y sursoit pas, il la supprime sur la taxe carbone, et en mesures diverses, il livre 10 milliards au mouvement. Bon, 10 à 17, parce que après là il y a des discussions sur ce qui rentre véritablement dans cette assiette. Donc il a eu très peur. Mais il avait quand même sorti ceux qui viennent me chercher. Alors, quelques mois avant, dans le contexte de l'affaire Benalla, ouais. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une formule qui revenait souvent. Je me souviens d'un reportage avec un journaliste de BFM, etc. Et puis un gilet jaune tout à fait tranquille, très costaud, qui dit « Ouais, on vient te chercher ». C'était dans les esprits. C'était très frais dans les esprits, effectivement, cette formule qui suinte l'arrogance. Hein. On va faire une pause, Yannick Jaffray. On reviendra dans une deuxième partie pour évoquer justement comment le mouvement des Gilets jaunes est tombé dans l'oubli. Pourquoi les Gilets jaunes ont-ils laissé la place à d'autres mouvements qui les ont infiltrés? On voit ça dans un instant. On continue notre entretien avec notre invité Yannick Jaffray. Alors, vous dites, Yannick Jaffray, que de novembre 2018 à janvier 2019, les Gilets jaunes ont concentré toute leur énergie révolutionnaire avant d'abandonner les samedis aux gauchistes. Comment les Gilets jaunes ont laissé ces gauchistes prendre l'ascendant dans leur mouvement ? Alors là, je vais essayer d'être parfaitement objectif, parce que on aura compris que je ne vais pas proposer un petit pamphlet avec du concept, hein, c'est-à-dire un court texte, peu coup de poing, désengagé. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment épousé ces 2 premiers mois, cette ferveur-là. Mais il faut essayer de voir quelles sont aussi les causes internes. J'ai évoqué de cette corruption du mouvement par les gauchistes et les antifas. Bon, j'ai évoqué d'abord les causes externes. C'est une répression sans précédent, hein, qu'elle soit policière ou judiciaire. Ouais, alors vous évoquez un peu les chiffres, je vous coupe 2 secondes. 700 blessés, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, 11 000 gardes à vue, 3100 condamnations avec 400 mandats de dépôt, des morts sociales, des amendes. C'est ça. Donc ça, je pense que ça a largement contribué au fait qu'un certain nombre de gilets jaunes originels se sont mis à déserter les actes et peut-être les ronds-points, peut-être un peu moins les ronds-points, moins tout de suite. Ça, c'est le premier facteur. Il y a les concessions tout de même faites par Macron ce fameux soir du 10 décembre, qui a peut-être conduit un certain nombre d'entre eux à dire « bon voilà, on a gagné sur la taxe carbone ». Simplement, effectivement, le problème de ce mouvement, c'est qu'il part d'une revendication économique ou fiscale. C'est gagné de ce côté-là.
Mais comme très rapidement, de façon très française, il s'est converti en mouvement politique et je dirais même organique, hein, on visait le plan constitutionnel avec le référendum d'initiative citoyenne, le fait de viser la tête du roi, du mauvais roi. Bah, du coup, il était pris par sa propre inertie, sa propre énergie initiale. Mais ensuite, je pense qu'il a été trop poreux, précisément à ce qu'exploitent les gauchistes, à savoir le complexe antiraciste, j'y reviens, à savoir le fait de laisser... Alors là, par-delà ce complexe antiraciste, de laisser des revendications tout à fait étrangères au mouvement originel s'insinuer. Et ça, j'ai vu, parce que les gauchistes étaient là dès le départ, hein. Il y en avait. Simplement, il la fermait devant les drapeaux bleus, les drapeaux bleu, blanc, rouge, les Marseillaises et le côté effectivement populaire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un sociologue émérite, quand on voit ce qu'ils produisent d'ailleurs, vaut mieux l'éviter, pour pratiquer une élémentaire sociologie du vêtement, du ton. Enfin bon, moi les gauchistes, je les renifle. Hein. Je veux dire, bon voilà, sur les ronds-points, on avait fait aussi un péage ici, à Lyon, pardon. Ils ont été un peu trop poreux à ça et ça a culminé. Alors là, c'était terrible, c'est en mars. Hein, là, c'est la mort clinique du mouvement avec la marche pour le climat qui s'est déroulée un samedi, qui a vu des slogans entonnés type steak haché, planète gâchée. Bon là, je me suis dit fin du jeu, ouais. C'est-à-dire qu'il y avait encore des gilets jaunes, mais il y avait même le drapeau du NPA. Là, ils se cachaient plus, si vous voulez. Mais il faut leur reconnaître qu'ils sont efficaces. Hein. Ils ont attendu. Ils n'ont pas été trop spectaculaires au départ. Et puis petit à petit, eh bien, ils se sont affirmés à mesure que les Gilets jaunes AOC quittaient le mouvement. Mais est-ce que c'était une volonté de la part de ces mouvements, vous le dites comme le NPA, de détruire l'esprit Gilets jaunes ? Ils sont venus au monde pour ça, ce sont des trotskistes. Donc un trotskiste vient au monde pour corrompre, adultérer et démagnétiser les mouvements populaires auxquels il appartient. C'est quoi l'objectif, le but ? La révolution permanente sans jamais atteindre la victoire politique. Mais c'est la révolution ou la guerre civile ? L'un ou l'autre. En tout cas, ils ne jouissent jamais que lorsqu'ils nuisent précisément aux structures traditionnelles, institutionnelles, nationales d'un pays. Et là, ils ont le sentiment d'avoir fait la révolution, en fait. Pour eux, la révolution est permanente, elle n'a pas de terme. Les staliniens, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais enfin, ils ont institué un État, ils l'ont dirigé. Bon, c'est un peu l'école Georges Marchais qu'on évoquait. Bon, c'est l'idée qu'on est là, quand même, pour veiller aux intérêts moraux et matériels de la classe ouvrière, et puis plus si affinité au plan politique. L'éternelle opposition, trotskisme, stalinisme. C'est ça. C'est ça. Et donc, je suis convaincu que quelqu'un comme Edwy Plenel, qui a quand même co-dirigé le Monde, dans les années 90 avec Colombani et Minc, donc représentant de l'ultralibéralisme mondialiste Minc, et disons d'un libéral régionalisme à l'époque, il est convaincu d'être fidèle à ses convictions trotskistes de jeunesse, puisqu'ils ont une certaine plasticité morale, les trotskistes, pour pas dire pire. Pourquoi vous dites justement que la France est victime, comme nul autre pays, de cette empreinte trotskiste ? Alors, il y a d'abord un fait historique, c'est qu'il y a une première vague de trotskistes, si j'ose dire, de formation trotskiste dans les années 30. Alors, à la faveur de l'émigration juive polonaise qui fuit les persécutions et qui se reverse et qui ne se sont pas spécialement stalinienne. Donc ça va être Marceau Pivert, il y a toute une constellation. Ils vont avoir une attitude d'ailleurs très douteuse pendant la guerre, puisqu'ils refusent la résistance, au nom de la solidarité avec le travailleur allemand. Enfin, bon, bref, un discours qui a été servi aux communistes orthodoxes, mais qu'ils ont vite abandonné après la rupture du pacte germano-soviétique. Et puis ensuite, à partir des années 40-50, il y a trois tendances qui se dessinent. Bon, la secte lutte ouvrière, fondée par René Hardy, Arlette Laguier, bon là, je dirais, c'est le sentier lumineux. Oui, enfin, non, c'est une secte, il ne faut pas dire mieux. Le trotskisme ouvriériste des lambertistes, l'OCI, etc. Et puis, ce qu'on appellera le pablisme, bon, c'est-à-dire une sorte de trotskisme sociétal, qui va davantage s'intéresser, qui va être vraiment un acteur de 68, avec Krivine. Ça sera la Ligue communiste révolutionnaire reversée dans le NPA. Et effectivement, ce sont des trotskistes qui aiment agir sur les structures sociétales. Le pouvoir politique strict, à la limite, peu leur importe. C'est plutôt la tendance lambertiste qui était plutôt attachée à ça, et c'est pourquoi Lionel Jospin a été sans doute attaqué un sous-marin. Lorsqu'il était Premier ministre. Voilà, un sous-marin, parce qu'il a... Bon, voilà. Mais ensuite, il a
poussé l'entrisme jusqu'à occuper les plus hautes fonctions de l'État. Les trotsko-libertaires de la Ligue communiste et du NPA, ou même ceux qui ont quitté toutes ces formations typées de Vitte-Plenel, peu leur importe. Ils sont contents quand ils ont détruit une structure traditionnelle, quand ils ont empêché un mouvement populaire d'être national. Oui, parce qu'en fait, ils ne sont pas internationalistes, ils sont antinationalistes. Voilà, c'est ça qui caractérise le trotskisme. Ce qui est moins vrai du stalinisme ou d'autres courants du socialisme, en fait. J'aimerais qu'on y revienne, mais évidemment c'est lié à ce qu'on vient de dire ensemble. Yannick Jaffray, c'est l'émergence des Black Blocs dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que, on l'a pensé, certains l'ont pensé, que l'État avait instrumentalisé ces individus pour briser le mouvement Gilets jaunes? Est-ce que le ministre de l'Intérieur n'avait-il pas identifié ces individus et les laisser faire? Alors, comme je n'ai pas de contact chez les RG et que je ne suis pas, par réflexe, conspirationniste, je n'ai pas l'information. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'un samedi, on a laissé un probable gauchiste avec sa disqueuse démonter des caisses de retrait. Là, des parcs-mètres? Non, pour retirer de l'argent. Ah oui, des distributeurs automatiques. Voilà, des distributeurs automatiques. On le laisse dans Paris comme ça pendant toute l'après-midi. On sait très bien qu'il y a toujours des tactiques de provocation avec des flics en civil. Les Black Blocs, en tout cas, tout ce que je peux dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a eu des consignes, mais en revanche, on remarque qu'on les laisse opérer. On les laisse quand même opérer jusqu'au bout. Et puis ensuite, effectivement, ils vont prendre quelques coups de matraque, etc. Mais ils ne reçoivent jamais le traitement qu'ont reçu les Gilets jaunes. Jamais. Qu'on me montre un Black Bloc éborgné. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué, Yannick Jaffray, aux Gilets jaunes pour remporter la mise, pour gagner leur combat? Là, c'est aussi à la fois une grandeur et une faiblesse interne du mouvement. C'est qu'ils ont visé tellement fort la tête qu'il fallait soit la faire tomber, soit échouer d'une certaine manière. C'était des givarots, un peu, les Gilets jaunes. J'emploie le terme de gouvernement acéphale, c'est-à-dire qu'ils refusaient qu'il y ait une tête qui dépasse parmi eux. Alors ça, c'est plutôt vertueux, donc anarchiste à la base, mais légitimiste au sommet. On va couper la tête du roi pour en mettre une meilleure. Le problème, c'est que là, il faut gagner. Et s'ils ont remporté, disais-je, une victoire socio-économique avec la suppression de la taxe carbone et un certain nombre d'autres avantages, ils n'ont pas remporté cette victoire politique. Il fallait gagner vite. Et est-ce que les Français y étaient prêts? Je n'en suis pas sûr. Trop républicains, les Français? Les Gilets jaunes, en tout cas? Non, les Gilets jaunes, non. Les Gilets jaunes étaient, si on veut, républicains, en tout cas légitimistes, mais je pense qu'il y a trop de Français auxquels leur confort convient et qui se sont désolidarisés d'ailleurs des Gilets jaunes. On le voit parce qu'il y a toute une bourgeoisie qui au départ était plutôt favorable au mouvement, si on en croit les sondages, qui va voter Macron aux européennes de juin 2019, c'est-à-dire quelques mois après le mouvement. Donc on voit bien, et puis alors les boomers aussi, qui sont le nouveau parti de l'ordre, qui massivement votent pour Macron, parce que précisément ça a fini par effrayer. Parce que pour faire une révolution, il faut un nombre suffisant de Français prêts à la faire et à en assumer les conséquences. Il fallait un regroupement de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie patriote, zémouriste, et puis de la petite et moyenne classe. C'est ce que j'appelle le relais bourgeois. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'attelage de toute révolution, peu importe le contenu, que ce soit bolchevique, nationale, française, originelle, c'est un attelage effectivement de forces populaires, de gens qui ont peu à perdre. Et d'un relais bourgeois ou élitaire patriote. Alors oui, zémouriste, on aurait pu imaginer peut-être quelques gaullistes rémanents, peut-être le RN, peut-être une partie du RN. Bon, mais c'est la manque de mobilisation de ces Français patriotes qui a manqué. Oui, alors il faut reconnaître que les Gilets jaunes n'entendaient pas, il y avait une radicalité, si vous voulez, au départ, qui faisait qu'ils ne voulaient pas de représentants. Ouais. Ils ne voulaient plus de la dialectique de la représentation, représentant entre les deux corps intermédiaires, etc. Donc, il faut reconnaître qu'ils étaient très durs de ce point de vue-là. Mais on aurait pu imaginer de grands politiques, de grands orateurs, habiles, c'est-à-dire catalyser, métaboliser l'esprit gilet jaune pour en faire quelque chose. Voilà. Mais ça ne s'est pas produit. Et nous en sommes près de 5 ans après. Finalement, on ne tombe pas tout à fait au même point. Ça a créé un précédent, mais Macron a été réélu. C'est un fait qu'il faut regarder en face. Alors on parle avec les Gilets jaunes d'un mouvement révolutionnaire et vous citez dans votre ouvrage, Yannick Jaffray, ce personnage révolutionnaire français, 1789, Anacharsis Clootz. Quel est le rapport avec les Gilets jaunes? Non, alors
Il en a un peu parce qu'il est il est très cosmopolite. Non, je le cite parce qu'il rêvait d'un gouvernement acéphale, d'un gouvernement sans tête. Voilà, c'est seulement à ce titre. Parce qu'au contraire, justement, lui, on pourrait dire, c'est vraiment le pan un peu cosmopolitique, puisqu'il n'est pas français, de nationalité de la Révolution française. Hein. Non, je ne suis pas cloutien, si vous voulez. Mais c'est la notion d'acéphalie du gouvernement qui a retenu mon attention. Il avait écrit plusieurs ouvrages, La République universelle. Oui. Non, mais c'est donc pour ça on retrouve un peu l'esprit trotskiste et la République du genre humain. On voit totalement. En venir. C'est une sorte de pré-trotskiste. Mais je me suis simplement emparé de son concept sans épouser sa doctrine. Alors, aujourd'hui, on peut constater le calme plat. Les Gilets jaunes ont disparu. Comment vous l'expliquez? Est-ce que cela vient de la répression qui a été faite contre eux? Est-ce que cela vient aussi du traumatisme de ces confinements contre le Covid-19? Pourquoi cette apathie? Là, elle a beaucoup de facteurs. Hein. J'évoquais le confort dans lequel vivre ou croient pouvoir vivre éternellement un grand nombre de Français. La thèse sur le Covid, il faudrait mesurer effectivement les conséquences de cette espèce de période moutonnière, où on a vu quand même qu'un grand nombre de nos compatriotes obtempéraient, alors que les Gilets jaunes étaient des Gaulois réfractaires, je le répète. Ils ont cassé quelque chose, quoi. Les gens ne se serrent plus la main automatiquement, on s'embrasse plus forcément sur les joues quand je vois une amie, je l'embrasse plus forcément sur les joues. Salut, ça va? Vous voyez, il y a une sociabilité française qui a été un peu commotionnée effectivement par cet épisode, mais non, bon, les Gilets jaunes originels, encore une fois, sont d'une telle radicalité qu'au fond, s'ils devaient ressurgir, ce serait pour tenter une révolution de nouveau, un véritable renversement. Le problème, c'est que c'est un peu, d'une certaine manière, le pot de terre contre le pot de fer, parce que le système gouvernemental mais se défend bien, il a tous les leviers médiatiques, et il a aussi, finalement, ça me fait penser à la série House of Cards, que certains apprécient peut-être, où à un moment donné, Kevin Spacey, vice-président des États-Unis, se fait plus ou moins humilier par un oligarque du pétrole qui dit « mais moi, demain, si je veux, j'arrête le pays ». Et Kevin Spacey lui répond « Don't forget that I'm the guy with the guys with the guns ». N'oubliez pas que je suis le type avec les types avec les flingues. Alors là, c'est pire encore, puisque l'oligarque, il est avec Macron. Donc Macron n'est pas défié par l'oligarque du pétrole ou peu importe des médias, c'est un attelage. Mais ce que nous a rappelé les Gilets jaunes, c'est qu'il y a le 2.0, il y a les grands médias, et puis à un moment donné, il y a le cassage de gueule. Et effectivement, Macron n'hésite absolument pas à ce niveau-là. C'est une pratique, somme toute, très classique de la répression et de l'intimidation. Alors est-ce que c'est ça qui plane dans les mémoires et qui retient les Gilets jaunes originels de se reformer et de ressurgir? Je n'en sais rien, je ne me risquerai pas à des prédictions définitives, baroud d'honneur ou répétition générale. En tout état de cause, la table de ce système autour duquel notre entretien tourne ne sera renversée que par un événement de portée historique plus que politique. C'est-à-dire qu'il faut une magnitude, et les Gilets jaunes ont flirté, je dirais, mais ils ont même touché cette magnitude. Mais ensuite, bon, voilà, c'est retombé. C'est-à-dire que la politique a donné constante, avec le jeu des partis, des corps intermédiaires, etc. À mon sens, je ne veux pas désespérer qui que ce soit, ni Billancourt, ni les Maurassiens qui répètent à l'envi que le désespoir en politique est une sottise absolue, mais je pense qu'à donner constante, cette table ne sera pas renversée. Voilà, qu'il faut vraiment un événement, là, un bouleversement de magnitude, comme j'aime à le dire, de degré historique. La haine que suscite Emmanuel Macron chez beaucoup de Français ne suffira pas. Elle n'a pas suffi il y a près de 5 ans. Il se trouve qu'il a été réélu, parce qu'il y a toute une France. Ça, il faut que ceux qui peut-être partagent un peu nos constats et certaines de nos idées ne s'illusionnent pas. Il y a toute une France macroniste qui vit très bien, qui est dans des stratégies d'évitement. Oui, je voudrais dire 2 choses quand même à mes amis nationalistes, patriotes, etc. Il y a 2 choses qui m'agacent souverainement. Brandir des sondages qui montrent que 70% des Français sont hostiles à l'immigration massive, au multiculturalisme, etc. Oui. Éric Zemmour le répète. Oui, mais ça ne fait pas 70% de Français qui votent pour lui. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Il y a des macronistes anti-immigration.
Simplement, ils font le choix de la défense de classe. Ils se disent, avec Macron, mes digicodes, mes vacances dans le bassin d'Arcachon, tout ça va être préservé, je vais pouvoir éviter. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, il faut arrêter à tout jamais de considérer que tout abstentionnisme est un soldat de réserve pour notre cause. Quand on fait des sondages auprès des abstentionnistes, on demande si vous votiez, vous voteriez pour qui? C'est à peu près la même répartition que le vote général. Donc non. La question de savoir si Macron a été bien ou mal élu, en démocratie, une abstention est nulle. C'est-à-dire que ça ne compte pas. Donc Macron a été élu avec un nombre de voix suffisant. Donc voilà, je pense qu'il faudrait arrêter avec ces deux erreurs-là. Le vote anti-immigration ne suffit pas à motiver tous les comportements électoraux et l'abstentionnisme. Ouais. Cet événement qui serait susceptible de renverser la table, est-ce qu'on peut attendre cela d'une inflation qui se transformerait en hyperinflation, ou est-ce que, quand on voit l'hostilité de l'Occident à l'égard de la Russie, quand on livre dans la surenchère, la co-belligérance, est-ce qu'on peut aller vers... Est-ce que c'est ça qui... ce conflit en Ukraine qui pourrait faire dérailler la machine? Alors, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que j'ai écrit 2 ouvrages d'intérêt commun entre la France et la Russie. À titre personnel, je parle russe. Bon, je suis très lié à la Russie. Je pense qu'on n'aurait pas le temps là d'ouvrir pleinement ce dossier-là. Ce qui est sûr, c'est que là où je vous rejoins, c'est que ce soit une inflation qui ne serait pas intrinsèquement lié à ce conflit, mais je crois que là, c'est en train de se toucher, parce qu'effectivement, les dépenses pour l'Ukraine pèsent sur les budgets nationaux. En tout état de cause, je crois que, comme pour les Gilets jaunes, le déclencheur sera matériel. Ensuite, conversion politique et éventuellement révolution. La fin du confort. La fin du confort, probablement. Ouais. Le problème, c'est que la génération du confort, j'ai nommé les baby-boomers, est encore là pour 15 ou 20 ans. Ça veut dire 3-4 scrutins. Alors, je ne veux pas me contredire. Je dis que l'événement ne devait pas être strictement électoral ou politique, mais bon, ils parviennent quand même à anesthésier le pays sous le poids du confort dont ils ont bénéficié. Un événement, j'y reviens, de magnitude importante. Est-ce que ça pourrait pas être ce que Richard Ferrand vient de proposer, à savoir une réforme de la Constitution de la Ve République pour installer Emmanuel Macron à l'Élysée pour un 3e mandat? Je crois que Macron, et c'est pas difficile, est plus intelligent que Ferrand. Il l'a sans doute peut-être envoyé en mission commandée. Un petit ballon qu'on envoie comme ça pour tester. Alors il faudra vraiment faire planer des menaces, pour le coup, et ça peut être lié au conflit en Ukraine, considérables pour que les Français acceptent ça. Et là, je dirais que c'est même pas tellement dans notre camp. Je pense que la LFI, l'ultra-gauche, mettrait le pays à feu et à sang. Et pour le coup, enfin, pas que je vais me ranger dans leur rang, mais ce serait un tel attentat constitutionnel. Moi, on a vu déjà des attentats constitutionnels, 2008... Traité de Lisbonne. Ah oui, 2008. 2008, la même année où Sarkozy fait voter le quinquennat non reconductible. Enfin, 2 quinquennats non reconductibles. C'est-à-dire que Macron n'a pas le droit constitutionnel de se présenter. Moi, je trouve que c'était une erreur, ça. Je suis contre ça. Je pense que la liberté de suffrage doit être pleine et entière. En revanche, du moment où cette règle s'applique à lui, puisque... la loi n'est pas rétroactive et la Constitution ne peut pas être modifiée en cours de route. Je crois qu'il ne fera pas cette erreur. Maintenant, je peux me tromper. Mais effectivement, ça peut être un beau détonateur, ça, plus de l'inflation, plus le conflit en Ukraine qui change encore d'échelle. Oui, ça peut être un scénario. Terminons notre entretien, Yannick Jaffray, avec cette citation de Joseph de Maistre qu'on peut retrouver dans votre ouvrage. Homme politique français, contre-révolutionnaire, 18e, 19e siècle, pour le situer, il dit ceci: « On n'a rien fait contre les opinions
tant qu'on n'a pas attaqué les personnes. Alors, attaquer, ça veut dire... Non, mais je pense que, oui, on n'a pas combattu les opinions. Oui, mais je vais peut-être citer la formule de façon légèrement inexacte, mais enfin, l'idée est là. En substance. En substance. Effectivement, ce qu'il veut dire, et moi j'y adhère, j'indique dans le livre que rien d'essentiel à mes yeux n'est désincarné, c'est pour ça qu'il y a des portraits, on a évoqué Didier Lallemand, on évoque Emmanuel Macron et son incarnation personnelle. Oui, à un moment donné, combattre des structures, alors combattre, je sais pas moi, combattre le wokisme en général, combattre le capitalisme en général, combattre ou pointer les nouvelles meutes, les nouvelles rébellions, là, la Mafessoli, mais ça ne fait prendre aucun risque. Parce qu'à un moment donné, une pensée qui dérange personne est un peu suspecte. Et personne, ça veut dire quelqu'un. Et ça veut dire en fait un groupe d'hommes qui tient un certain nombre de leviers et qui sont des ennemis. Alors oui, les modalités de l'action, vous n'allez pas me faire passer publiquement un appel à la violence, parce que ensuite j'ai un rapport trop responsable à la violence pour jouer avec les concepts comme ça de guerre civile. Mais il est certain que si un contexte aussi grave, aussi tendu, devait mettre aux prises les classes, les tendances politiques, il est certain que là, il ne s'agirait plus d'un débat courtois entre intellectuels. Yannick Jaffray, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pour l'honneur des Gilets jaunes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment, si vous avez aimé cet entretien et si vous appréciez notre chaîne, cliquez sur le pouce en l'air, laissez-nous vos commentaires et partagez un maximum ce que vous pouvez regarder sur TV Liberté. Merci monsieur encore, merci à Yannick vous Jaffray. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.